C'est l'heure du débat sur CNews. On est toujours avec Françoise Degois et Jean-Claude Dacier. Je ne vous salue pas, mais on est aussi avec Rost. Bonsoir. Bonsoir. Artiste et président du collectif Banlieues Actives. Et avec Julien Aubert. Bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de Vaucluse. Alors, on a tendance à dire du Vaucluse, mais en vérité, il faut dire de Vaucluse. Voilà, je vois que vous êtes super bien informé. Oui, c'est vous qui m'avez glissé l'information juste avant. Donc, député de Vaucluse. On va parler évidemment de votre famille politique. Les Républicains, je vous sens souffrir déjà. Là. Voilà, déjà, vous utilisez le mot famille, donc c'est... D'accord, donc c'est très compliqué. Il y a un bureau politique qui est en cours, qui doit statuer sur les questions de Thierry Solère, les constructifs, et qui a donc décidé, a priori, d'une suspension des fonctions pour ceux qui ont rallié le camp de Macron, et la création d'une commission spéciale, une commission ad hoc, qui devrait entendre les récalcitrants. On va écouter ce qu'en disait Thierry Solère, c'était il y a juste quelques instants sur ce plateau. Je fais des économies, je vais contribuer à baisser les impôts. Ce serait idiot de considérer qu'aujourd'hui, les Républicains, plutôt que de se poser la question pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont fait le Trocadéro, ils préféraient exclure ceux qui ont eu raison avant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont partis au moment où il fallait éviter le Trocadéro. Je ne crois pas qu'ils vont persévérer dans l'erreur. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ont fait le choix d'En Marche. Il faut qu'ils assument clairement ce choix. Quant à Thierry Solère et Franck Riester, ils ont eux aussi, après les ministres, affaibli, combattu les Républicains. Aujourd'hui, ils ne méritent plus d'être dans nos rangs. Il y a certaines personnalités qui sont plus à la manœuvre que d'autres, en particulier à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont décidé, je pense à M. Solère, je pense à M. Riester, on a dit qu'ils étaient déjà exclus, c'est faux. Nous avons ouvert une procédure qui est une procédure de sanction. Je n'exclus pas l'exclusion, ce n'est pas moi qui décide, c'est le bureau politique. J'ai dit au secrétaire général des Républicains que je m'opposerais à cette démarche d'exclusion. Il faut d'abord que nous réfléchissions ensemble. Est-ce qu'on a envie de continuer ensemble ? Et en même temps, la richesse d'une formation politique comme la nôtre, quand elle s'est créée en 2002, c'est la diversité, c'est la pluralité et c'est le respect des opinions. Tout ça, c'est des pratiques d'un autre âge. J'ai un peu l'impression qu'ils pensent en ancien franc, qu'ils ne se rendent pas bien compte de la situation dans laquelle est notre pays, de ce que la droite vient de donner comme spectacle. Ok, mais là, vous comparaîtrez là ou pas? Non, je comparais devant personne, je comparais devant mes électeurs. Les Républicains, l'UMP, c'est quoi? C'est un parti de la droite et du centre. S'ils veulent que ça devienne un parti de droite identitaire, populiste, un petit parti à la française, bah, ça sera sans moi. Alors Julien Aubert, vous êtes donc député Les Républicains. C'est ridicule ce que fait le bureau politique en ce moment, cette commission spéciale pour écouter ceux qui veulent rejoindre Emmanuel Macron. C'est décevant et c'est un peu grotesque. Oui, c'est ridicule. Je pense qu'après, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que sur le fond, moi, j'ai fait une campagne législative et mon adversaire En Marche, qui était un ancien socialiste recyclé, avait sur son matériel de campagne la tête d'Édouard Philippe. Je peux vous assurer qu'on se sent quand même... c'est un peu compliqué. Je me retrouve avec Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, je suis à la Commission des Finances. C'était un collègue il y a quelques semaines. Et voilà que je me retrouve quelque part dans l'opposition par rapport à lui. Tout est brouillé. Donc à un moment donné, il faut remettre de la clarté. Donc il faut exclure. Nos électeurs, oui. De toute façon, les exclure. Vous savez, le terme, la réalité, c'est qu'ils sont déjà plus chez nous. Il faut en prendre acte. Il faut dire, voilà, on a bien pris acte que certains sont partis dans d'autres partis, que certains ont choisi d'en créer un autre, et puis voilà, c'est terminé. Bon, qui a quitté l'autre, c'est comme dans les divorces, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après, inventer une commission ad hoc pour se demander si on va exclure, enfin, je veux dire, c'est un feuilleton. C'est ridicule. Voilà. Mais cette incapacité à prendre des décisions claires est quand même inquiétante, parce que je viens d'un parti qui prône l'autorité et la prise de décision, et on ne donne pas l'exemple aujourd'hui. Jean-Claude Dacier, sur ces effectivement, commissions spéciales, ces auditions. Ça s'appelle, oui, noyer le poisson, ça s'appelle pousser devant les problèmes en espérant que dans 6 mois, on sera en meilleure position et situation pour les régler. Moi, si vous voulez que les Républicains aient refusé de couper les têtes aujourd'hui, je peux le comprendre. Néanmoins, c'est vrai que Thierry Solère, qui était à ce micro il y a quelques minutes, et ses 5 ou 6 camarades, et ceux qui l'ont suivi, en créant ce groupe, ont commis une erreur lourde, une faute. Ils affaiblissent leur famille, qu'on le veuille ou non. Ils auraient pu, après tout, comme le Parti communiste dans les années 50-60, adopter un soutien sans participation. Parce que là où est le problème, c'est que M. Aubert votera probablement au mois de septembre les lois qui vont réformer le droit du travail, je pense. Je ne veux pas parler à votre place. On va voir les résultats. Bon, on verra les résultats. Si la loi
tel que l'a défini Emmanuel Macron et son Premier ministre, est voté par l'Assemblée nationale, je pense que les Républicains l'auront voté. Donc on est dans une situation qui est quand même assez extravagante, mais je maintiens que la faute est d'avoir créé un groupe et de développer une politique, une façon de qualifier les Républicains comme l'a fait M. Solaire il y a quelques minutes, en disant, en gros, il y a deux lignes. Il y a les identitaires, c'est-à-dire les méchants, les affreux, quasiment près de signer avec le Front National, et les autres. Ça, c'est pas convenable. M. Solaire là joue un rôle qui n'est pas convenable. Rost, écoutez, moi, je suis franchement, j'aime beaucoup Daniel Fasquelle, que je connais très bien, mais que je trouve, je ne comprends pas sa position. Il se passe, je crois que ils n'ont pas encore saisi que la France est en mouvement et que tous les schémas archaïques de l'époque sont terminés. C'est fini. Les Français ne veulent plus ça. L'histoire des clivages bêtes et méchants, c'est terminé. Les gens n'en veulent plus. Donc aujourd'hui, alors après, je comprends qu'il y ait de l'amertume parce qu'il y a un groupe qui a été créé à l'Assemblée nationale. Mais moi, je comprends en même temps aussi le discours de Thierry Solers. S'il est vraiment sincère dans sa démarche, c'est pour ça que j'utilise les mots exprès. Voilà. S'il est réellement sincère dans sa démarche, je comprends qu'il ne veuille pas composer avec un Ciotti ou avec un Wauquiez. Moi, je suis désolé, il y a des choses à droite qui me plaisent, et pourtant je suis un homme de gauche, et il y a des choses que... Mais Wauquiez et Ciotti, je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc je comprends qu'à un moment, ils aient envie de construire autre chose et de proposer autre chose. Le débat démocratique, il doit accepter la pluralité. Mais on l'accepte. Mais Wauquiez et Ciotti, ils ne vous parlent pas à vous, vous êtes un homme de gauche. Oui, heureusement. On parle aux hommes de droite. Et Sarkozy, ça vous allait, Sarkozy ou pas? Françoise de Goua. On ne parle pas sur Sarkozy. Françoise de Goua. Sur ce qui se passe là en ce moment. Non, mais c'est classé, là. Non, mais il y a eu des choses bien qui ont été faites par Sarkozy. Mais c'est pas une question de... C'est pas un problème de classer. Je ne suis pas d'accord avec Ross. Moi, je crois au contraire que rien n'est fini. C'est-à-dire que caricaturer les gens qui ont décidé de garder leurs convictions, de considérer qu'il y a encore une gauche dans ce pays... Il faut définir les contours. Est-ce que c'est la gauche de Mélenchon? Est-ce que c'est la gauche de Hamon? On ne sait pas. Et dire qu'il y a une droite dans ce pays, c'est ça qui est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans une espèce de numéro de prestidigitateur où on nous explique que tout est dans tout et dans le reste, etc. C'est faux. Ça, c'est la grande illusion. Et cette grande illusion, je la pense extrêmement dangereuse. Et c'est pour ça que moi, je suis assez sévère. C'est peut-être la femme de gauche qui parle. Je pense que j'aurais exclu, parce que je pense qu'on a de salut dans cette ambiguïté volontairement entretenue par Emmanuel Macron, parce que c'est là-dessus qu'il a fait son miel. Il a fait son miel sur un espace vide, sur un épuisement. Mais cet épuisement, il va pas durer 10 000 ans et plus. Donc, il y a un espace pour reprendre la politique, l'idéologie de gauche, de droite. Les Français, pour le moment, il n'y a pas d'élan. Ce pays est en mouvement. 58% d'abstention. Les Français, ils attendent de voir si ce qu'on nous vend fonctionne. Il y a très peu de chances pour que ça fonctionne à la hauteur où ils attendent. Donc je dis, il faut vraiment se reconcentrer sur... Vous êtes d'accord avec ça? C'est plus dit quand on pense tous la même chose, c'est qu'on pense plus rien. Alors, malheureusement, il y a encore une droite et une gauche. Moi, je suis plutôt d'accord, effectivement, parce que l'honneur, la loyauté, la fidélité et droit dans ses bottes, c'est pas l'ancien monde. Si le nouveau monde d'En Marche, c'est un monde où l'opportuniste qui retourne sa veste, c'est la modernité, et celui qui reste fidèle à sa famille politique, c'est le vieux qui a rien compris, je suis désolé. Alors là, c'est la façon la plus caricaturale de résumer. Non, mais c'est ce qu'il a dit, lui. Lorsqu'il explique, parce qu'il s'habille d'un beau rôle, il dit d'un côté il y aurait la droite gentille, constructive. Moi, j'ai pas voté la confiance, j'ai pas voté la défiance, je me suis abstenu. J'attends de voir sur résultat. Mais c'est pas un blanc-seing. Mais je suis dans l'opposition. Et pourtant, je fais partie de la droite Provence, un peu Côte d'Azur, et je suis beaucoup plus proche de la ligne d'un Wauquiez ou Ciotti, sans doute que d'un Juppé. Donc, je veux dire, à un moment donné, on peut être de droite assumé, et pour autant pas être un horrible facho, et pour autant être quelqu'un qui désire défendre dans le spectre démocratique. De la même manière qu'on peut être de gauche assumé, pas être un affreux chaviste, un affreux fidéliste. Non mais il faut arrêter avec ces... Le problème c'est qu'on promène le chien. Là, tout le monde promène le chien, c'est la fumage générale. Tout le monde va redescendre sur terre. Et je pense que la ligne, la vraie stratégie politique, c'est de garder sa ligne et surtout de travailler. Qu'est-ce que c'est? Mais moi, toi, tu penses que tu veux. Moi, je n'ai pas de raison particulière de donner de chance ou pas. Je suis pas d'accord avec Macron sur les lois
travail déjà. Donc voilà. Et on va voir si vous êtes d'accord sur les budgets économies annoncés. Est-ce que c'est une opération de com? Ce matin, Gérald Darmanin a estimé donc qu'il fallait faire 4,5 milliards d'euros d'économies afin de contenir le déficit public, évidemment, sous les 3%. Je croyais qu'il y avait 8 milliards de dettes. Alors, visiblement, il va falloir raboter à tous les étages. Écoutez le Zap politique préparé par Solène Rioux. Le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de trouver effectivement entre 4 et 5 milliards d'euros suite au rapport de la Cour des comptes qui était alarmant. Nous avons demandé à chacun des ministères de voir quels sont les crédits qui, au milieu de l'année, pouvaient être économisés sans remettre en cause le service public. À hauteur de 4,5 milliards sur un budget, beaucoup, hein. sur un budget de 427 au total, la réalité c'est que c'est faisable. Les économies, vous ne les faites pas parce que vous supprimez 1 milliard ici, 2 milliards là. Vous les faites en réalité par une multitude de petites lignes d'économie, comme vous faites dans votre budget à vous. C'est des économies sur la charge de fonctionnement de l'État. Il faut aussi qu'on trouve des marges là, mais ça n'obère pas les capacités d'action. C'est des mesures à la fois de relance qui vont permettre aussi de dégager du pouvoir d'achat et qui permettront aussi d'améliorer la croissance. Je trouve très étonnant qu'on annule 4,5 milliards par simple acte administratif, par un simple décret, que nous n'avons pas d'ailleurs. Je trouve regrettable que, avec de tels chiffres, on ne procède pas à un vrai débat à l'Assemblée. Le gouvernement fait tout pour éviter des discussions au Parlement. Tout d'un coup, on est en capacité d'annoncer dans le détail des économies. Donc je suppose que soit c'est du flanc, soit ça a été prévu de longue date à l'avance. Un État, il a besoin d'exécuter sur le terrain à travers des enseignants, des policiers, mais il a besoin aussi d'administrer, d'organiser, et qu'on est en train d'affaiblir l'administration et l'organisation du rôle régalien de l'État, et c'est un vrai problème. Julien Aubert, est-ce qu'il aurait fallu passer devant le Parlement, effectivement, pour ces presque 5 milliards d'euros d'économies, comme le disait Gilles? Il aurait fallu sans doute faire effectivement un projet de loi de finances rectificative. Ils n'ont pas souhaité. Ça a toujours été ce que souhaitait le président de la République. En même temps, je crois qu'il ne faut pas raconter des carabistouilles aux gens. Il y avait déjà un trou de 8 milliards. Carabistouille. Oui, un trou de 8 milliards. Ensuite, on vous dit, maintenant les impôts, on modifie, on fait rentrer les mesures fiscales. On se retrouve avec 10, 15 milliards. Bon. Et vous avez Gérald Darmanin qui arrive et qui vous dit, bon alors moi j'ai compris, on ne touche pas au personnel qui est le principal poste, donc on aura des policiers mais ils n'auront plus de voitures pour circuler ou plus de crayons pour travailler, et on vous explique dans le même temps que c'est en supprimant quelques membres de cabinet ou en rognant ici ou là, mais que ça ne va pas du tout obérer l'efficacité de l'État. Il faut arrêter de raconter ce genre de choses. Je crois qu'il y a une logique totalement budgétaire, que je regrette d'ailleurs, parce qu'elle est partagée par la droite et par la gauche, et qu'on est beaucoup trop ciblé sur les soldes, alors qu'on devrait se demander qu'est-ce qui est important pour l'économie de ce pays. Mais en même temps, il faut une forme de sérieux budgétaire. Et ce qu'on raconte là, c'est quand même un très très mauvais départ. C'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage. C'est de l'amateurisme. Ça prouve qu'à Bercy, on fait à peu près ce que l'on veut. Et c'est quand même quelque chose qui est politiquement préoccupant. Moi, il y a un aspect sur la séquence qui vient de se terminer qui m'a intéressé, c'est que Macron, dans un premier temps, a laissé son Premier ministre énoncer une espèce de catalogue où on avait le sentiment que les économies étaient en première ligne, mais que les cadeaux budgétaires étaient repoussés au calendrier grec. Et puis, bout, le président de la République ne parle pas à la presse. Certes, il la lit, il l'écoute, il la regarde. Je pense qu'il y a eu aussi quelques députés En Marche qui ont dû remonter du week-end en disant « Oui, ça se passe mal, on fait du hollandisme sans Hollande. » Ils ont découvert le terrain. Ils ont découvert le terrain et hop, demi-tour droite. Pas complètement. On n'a pas tout lâché. Enfin, Macron n'a pas tout lâché. C'est plutôt demi-tour gauche. Néanmoins, c'est plutôt demi-tour gauche. Il a quand même reçu le message et il a quelque part contredit son Premier ministre, certes, mais il a probablement rattrapé une partie du terrain perdu, avertissement sans frais. Ça prouve quand même que Macron, sans frais, écoute, sans frais, on verra. Peut-être que ça coûtera. À 5 milliards le demi-tour. Mais attendez, moi sur le budget, si vous êtes capable de m'expliquer comment ils font, je vous suis et je vous écoute avec attention. Je dis qu'à Bercy, on fait ce que l'on veut, même des budgets insincères. Je dis surtout que c'est l'enterrement depuis hier des 3%. Hein. Je vois vraiment pas comment on tire les 3%. Faux. Vous allez avoir. Ils seront maintenus. Vous allez avoir par une entourloupe une déclaration disant. Carabistouille, entourloupe. Non de semouse, on va poudre de perlimpinpin. Voilà, poudre de perlimpinpin.
J'ai tout fait, je peux pas. Vous verrez que les 3% seront... Non, François, c'est trop important pour Macron et l'Europe, vous vous trompez. Mais vous verrez. 5 milliards, prenons les paris. 5 milliards à trouver. Le coût on gratte dans les ministères, on nous fait chaque année. François Hollande l'a fait, Nicolas Sarkozy l'a fait. Il n'y a plus rien à gratter. C'est à l'os partout, de toute façon. Ils sont à l'os. La RGPP, derrière ce terme barbare se cache la révision générale des politiques publiques, en 2008 a coûté très cher. On a viré des vétérinaires, on a viré des douaniers. Je ne parle même pas des policiers. Et la MAP. Donc, la BAP en plus. Mais les vétérinaires, c'est très important, notamment sur la qualité des produits. Donc on a viré tout ça. Donc Macron le sait parfaitement. En coût, il y a 3 milliards qui vont manquer puisque le remplacement de l'ISF par l'impôt sur l'immobilier. Donc je ne sais pas comment il fait exactement, mais le numéro de jonglerie a commencé et tout le monde rigole. Prost. Non. Prost, allez-y, sur ce budget. Non, mais moi, franchement... c'est les classes moyennes qui vont pleurer, comme toujours. Non, mais là, c'est une blague. Je veux dire, ils ne sont pas sérieux dans leur façon de faire. Nous, on a reçu le Premier ministre ce matin au Conseil économique et on a vu les déclarations qui ont été faites. Bon, très bien, mais sincèrement, sur l'histoire du budget, moi, je pense que quand il parle de remettre du sens à l'éducation, l'éducation, on sait à quel point ça a été détruit. Hollande. Non, c'est pas pour Hollande. Hollande a recréé des postes, justement. Ah bon? Oui. C'est pas caricatural. C'est pas une question de Je pensais que vous parliez de la réforme des rythmes scolaires, de la suppression du latin. La RGPP, je suis désolé. Pas tous en même temps. La RGPP, c'était en 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est là où ça fait 10 ans maintenant. C'est là où... Et alors? Mais les conséquences d'une politique, c'est sur l'instant ou c'est sur des années? Mais Nicolas Sarkozy a perdu. C'est sur des années, je suis désolé. Il a perdu l'élection présidentielle. Mais le temps de rattraper... Qui parlait de modernité. Le temps de rattraper la casse qui a été faite, ça met du temps. Les politiques ne produisent pas de résultats tout de suite. Vous le savez très bien. Oui, Hollande s'en est aperçu, en effet. Allez, un dernier mot sur l'éducation, Ross. Voilà, moi j'espère juste que sur cette question de l'éducation qui est fondamentale, qu'ils ne touchent pas à ça. Mais en tout cas, on voit très bien qu'ils ne savent pas où ils vont récupérer cet argent-là. Oui. Un petit mot sur les Jeux Olympiques. On a su aujourd'hui que le CIO a attribué à Paris et Los Angeles, ou 2024-2028, on saura ça un peu plus tard. Il y a une guerre politique qui se joue derrière entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, Julien Aubert. C'est ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un des secrétaires d'État de M. Macron, qui est un très bon ami à lui, qui souhaiterait prendre la mairie de Paris. M. Griveaux, pour ne pas le citer. J'espère simplement que les JO, qui ne sont pas seulement une affaire parisienne, mais une affaire française, ne souffriront pas de cette guéguerre. Voilà, après, je crois que les Parisiens s'en fichent et que l'important, c'est le résultat. Jean-Claude. Moi, je suis contre. Contre les JO? Oui, bien sûr, oui. Ça coûte cher. On n'a pas un sou en caisse. Ça coûte cher. Vous voulez faire des JO, mais vous n'avez pas un sou, cher ami, on vient de le dire. Et 2024, c'est uniquement de la politique. C'est pour permettre à M. Macron, qui espère être réélu, de triompher en disant « je suis décidément le meilleur ». Et que Mme Hidalgo pense que ça peut l'aider dans son aventure de la réélection, qui ne sera pas forcément facile. Ou de la présidentielle. Si on a les Jeux, je préconise 2028, je suis minoritaire, 2028, on aura peut-être rétabli notre situation financière d'ici là. Si on a un président de droite. Non, mais enfin, évidemment qu'il y a des guerres de pouvoir, mais tout le monde sait que Anne Hidalgo s'est quand même battue pour les JO. Donc Macron arrive sur le tas, mais c'est pas lui qui va revendiquer la paternité. Il apporte son poids très bien, mais c'est pas lui qui va revendiquer la paternité, à moins qu'on nous prenne vraiment pour des cons. Mais sur la question de l'investissement, on a quand même, en France, on a des infrastructures qui sont déjà en place. Bien sûr. Ça va rien coûter, c'est garanti. Mais c'est pas que ça va rien coûter, mais en tout cas, ce que ça rapportera est bien plus important. Il n'y a pas un seul jeu olympique dans l'histoire olympique qui a rapporté un centime. Pour les personnes, pour les pays qui n'avaient pas d'infrastructure de base. En France, on a quand même des infrastructures qu'il faut. C'est déficitaire, normalement. C'est une belle opération de communication, mais c'est Mais nous, on n'a pas besoin de créer les nouvelles infrastructures. À part une piscine olympique. Françoise. Ça coûte 10 milliards, 10, 12 milliards d'euros. On pourrait essayer d'innover. Et on pourrait essayer d'innover, Moi, je suis complètement pour les Jeux, parce que je pense que ça amène un souffle extraordinaire. Ça amène vraiment un espoir. Les Jeux, quel que soit le côté marketing, c'est quelque chose qui porte et qui unit. Il se passe toujours quelque chose au moment des Jeux. Donc voilà. Après la guéguerre Macron-Hidalgo, on leur laisse. C'est pas le niveau des Jeux. Par contre, s'ils pouvaient tous prendre la décision, de faire du développement durable dans ces Jeux, d'essayer d'innover, puisque tout le monde est... Emmanuel Macron va s'offrir son sommet de COP 22 ou 24. Là, du coup, on sait plus très bien sur la planète en
incandescents, mais faisons de ces jeux les jeux les plus verts de l'histoire de l'humanité. Allons-y, soyons créatifs et audacieux. Ok, Julien Aubert, vous allez passer l'été à bosser comme tous les députés, pas absolument les Républicains d'ailleurs. Oui, jusqu'au 2 août. Oui. D'accord. En vous opposant farouchement à tout? Pas forcément. Non, pas du tout, pas du tout. La question, si vous voulez, c'est qu'il faut montrer qu'on a des divergences idéologiques fortes. Moi, sur le RSI, sur l'énergie, j'ai des points de divergence. Mais après, quand il fait une politique de droite, je ne vais pas dire que c'est mal. Voilà, la question, elle va surtout être En Marche, où certains socialistes de recyclés, à un moment donné, vont se demander ce qu'ils font dans la majorité En Marche. Faut-il faire une politique de droite ou faut-il faire une politique d'intérêt général? Il faut faire une bonne politique. Oui, parce que la politique n'est évidemment pas l'intérêt général. Il faut faire une bonne politique d'intérêt général, c'est-à-dire une politique de droite. Il n'y a que la gauche qui fait une politique d'intérêt général. On se demande pourquoi le président n'a pas pu se faire réélire. Allez, merci. C'est incroyable quand même. Merci à tous les quatre d'être venus sont des ingrats, je vais vous dire. ce soir sur CNews. Merci Rose, Françoise Debois, Jean-Claude Dacier et Julien Aubert. C'est le dernier soir de la saison pour moi avant les vacances. Caroline Delage sera aux commandes demain. Je voulais saluer Olivier Galzi. Je voudrais saluer Olivier Galzi qui quitte notre chaîne à la fin de la semaine. Un salut amical et professionnel à Olivier qui fait partie des journalistes auprès desquels on apprend et on grandit. Merci à toi de ce que tu as apporté à iTélé et à CNews. Je te souhaite le meilleur, de très belles aventures pour la suite. Et comme on dit en Corse, dans ton pays, buen viage, Olivier. Bonne soirée à vous.